Les corbeaux, bah ils sont d'ici. Ah, Je oui. crois, enfin je sais pas. Ah, En fait. mais oui, suis-je bête. Les corbeaux ne traversent pas la mer. Oui, non. Mais du coup, c'est pas trop dur pour vous? Ça doit Bah, être. Parce qu'ils sont quand même beaucoup, hein. bah non. Enfin, ils viennent tous, je sais pas. Ils doivent venir de l'alcôve. Vous savez, l'île est décrite comme un crâne parce qu'il y a une espèce de grande alcôve sur le grand, enfin sur la façade Oui, mer. je vois ce que vous voulez dire, oui. Et en fait, ils viennent de là. Enfin, je pense. Bon, je ne sais pas grand chose, mais ils doivent venir de là. Bon, ils doivent pas venir d'outre-mer. Ce n'est pas possible. Les corbeaux Oui, vivent sur place. après, les superstitieux de Sewikport parlent d'un dieu oiseau, ou d'un roi oiseau. Non, mais ça, Je sais plus. on nous l'a mentionné. J'y crois pas trop, mais vous êtes natif d'ici ou on Non. vous a engagé Ah. Pas du tout. Je viens de Newcastle. Ah, très bien. Oh, respectable du coup. Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait une petite dizaine d'années. Oh. Et enfin, sans indiscrétion, vous avez noté quelque chose de spécial sur cette île pour que vous vouliez y rester ou... Ben, c'est là que je travaille. Je travaille Oui. pour Monsieur Wakefield. Et... Ça oui, mais je veux dire, vous avez bien d'autres occupations si ce n'est être le majordome, non? Bon, oui, mais c'est ma vie privée. Oui, non, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est je voulais vous demander de manière assez maladroite votre avis sur l'île. Si vous avez remarqué des choses un peu bizarres, parce que nous, on en a croisé quelques-unes, mais sans plus, quoi. Bon, c'est une île de pêcheurs. Ils sont tous très superstitieux. Ils croient tous dans des trucs un peu bizarres. Ils voient des signes prémonitoires dans les corbeaux, dans les trucs comme ça. Alors que c'est juste des piafs. Enfin, je sais pas trop. D'accord. Bah écoutez, très bien. Vous pouvez me montrer ma chambre que je puisse me changer, s'il vous plaît? Il te pointe une des chambres. Il fait voilà, monsieur. Très bien, bah merci beaucoup. Les clés, c'est vous qui les gardez ou c'est nous? Il cherche dans sa poche et il te donne la clé de ta porte, en fait. Ah bah merci beaucoup en tout cas. Donc je vais rentrer dans ma chambre et je vais fermer à clé directement. Et bon, je vais me changer comme j'avais dit, donc pour pas paraître suspect. Je vais essayer de fouiller s'il n'y a pas des choses inhabituelles dans une chambre, comme des symboles ou des choses que j'aurais déjà vues peut-être. Tu fouilles la chambre de fond en comble et non, tu ne trouves absolument rien de suspect, de particulier. D'accord, bah écoute, je vais me mettre en uniforme. Je vais prendre mon arme de service qui, je rappelle, n'a pas de munitions. Je vais la mettre dans ma poche aussi, du coup. Enfin, dans son étui plutôt. Et je vais commencer à descendre et je referme à clé ma porte. En attendant, par contre, que les majordomes sortent des portes de mes collègues. Pour redescendre avec eux. Les majordomes ils ont juste posé les valises. Et ils sont dans le couloir. Et ils descendent déjà, en fait. Parce qu'ils considèrent que tu sais où c'est. Du coup, tu rejoins, je suppose, tes amis. Mm-hmm. William vous regarde. Il dit, oh, mais vous êtes au complet. Ben, très bien. On va pouvoir passer, après ces 10 petites minutes, à la présentation. Il ouvre une porte et vous entrez dans une salle très, très, très grande. Il y a des vitraux assez élevés qui sont vraiment, mais vous croirez presque dans une sorte d'église, tellement c'est très, très beau, mais c'est une salle de bal. Entre-temps, tu es aussi redescendu, James, avec ton manuscrit, que tu gardes très proche de ton cœur. Oui. Et vous voilà dans cette grande salle de banquet, une salle de banquet somptueuse, très lumineuse, malgré les défis technologiques de l'époque. Ah, enfin un endroit à ma mesure. Et surtout, un endroit comblé d'invités. Vous remarquez surtout, en fait, évidemment, tout le monde est habillé un peu de la même façon, sauf une personne. Une seule personne qui est habillée en uniforme, et un uniforme que tu reconnais très 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 bien, Vincent, puisqu'il s'agit d'un uniforme de l'armée allemande. Car tu as été récupéré par les Allemands en Namibie, et c'est ce genre d'uniforme en fait qui t'a récupéré. William se dirige vers cette personne habillée militairement et il la présente. Il dit alors mes amis, vous savez peut-être qu'il y a des Allemands sur cette île qui sont arrivés il y a quelques années. Voici Reinhard von Stauffenberg, c'est le
Le maire de facto, en fait, c'est le chef de cette petite centaine d'Allemands qui aide Francis Blake, le constable, à faire régner la paix. Et voilà. Bon, exilé, mais sympathique. Je vais me diriger vers lui sans prendre en compte, on va dire, l'avis du groupe, et je vais me mettre devant lui. Je vais lui faire un salut militaire et lui tendre la main directement. Il fait claquer ses bottes, il salue militairement et il te serre la main. Enchanté, Vincent, ancien militaire. Or, je vois que nous avons des carrières similaires. Votre uniforme, dites-moi, vous étiez dans l'armée à quelle époque, mon ami? Ah oui, non, jusqu'à il y a 15 ans. Vous étiez donc en Namibie, je ne m'abuse? Ah non, j'étais sur le continent et j'ai été, comment dire, exilé, c'est le terme, je crois, oui. Ah, bon, écoutez, je veux pas forcément savoir non, parce que votre uniforme m'est relativement familier. Il est vrai que lorsque j'étais moi-même militaire en Afrique du Sud. Et moi j'arrive derrière, j'ai entendu exilé, comment ça? Non mais James, merci de ne pas couper la parole. Ça serait fort Non, aimable. mais attendez, c'est fortement intéressant. Oui, bah oui. Mais vous verrez plus tard. C'est... Et qu'au moment où il va vous donner une explication, William arrive et... Oh, mais vous savez, c'est sans important, c'est... Les autorités politiques, les autorités religieuses vont et viennent, vous savez, ça arrive. Hein. Oui, non, mais du coup, pour finir mon explication grossièrement interrompue... Comment ça, grossièrement? Oui, bon. Vous avez le même uniforme que vos collègues de Namibie en 84. Oui, c'est uniforme, mais est un uniforme colonial. J'ai été dans l'armée coloniale pendant un petit moment, mais oui, j'ai été affecté dans tes colonies, mais pas en Namibie. Hélas. Ah, d'accord, très bien. Bah écoutez, je me suis peut-être trompé, mais c'est un plaisir de voir un collègue. Mais tout de même, monsieur. Reinhardt est interrompu par un de ses hommes qui vient le voir et qui lui dit quelque chose en allemand que vous ne comprenez pas. Et il fait « Je m'excuse, je reviens après ». Il s'en va par la grande porte et Wakefield revient vers vous très discrètement. Non, on dirait que l'exilé, c'est exilé tout seul. Alors, justement, en parlant de collègues, William, tous ces gens font partie du club? Oui, évidemment. Ben, enfin, vous les reconnaissez. Il commence à t'énumérer quelques personnes. Et il y a cette... lui... bon, bref, des gens du club. Hein. Ah oui. Oui. Eh bien, tu as l'air très impliqué dans ton travail de directeur. Oh, il y a beaucoup de gens dans le club, Ludwig. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, William. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me dire où est l'agent le chef de la sécurité, s'il vous plaît? Bah, vous l'avez vu tout à l'heure, non? Oui, mais où il se trouve en ce moment? Du coup, il est dehors, peut-être? C'est possible, il doit être dans la dépendance. Très bien, d'accord. Non, vous savez, ce genre d'aristocrate ici et de gens fortunés aiment bien certaines animations. C'était pour en proposer une avec votre chef de la sécurité. Animation? Oui, vous savez, comme du tir par exemple. C'est vrai que ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont jamais vu ça. Et surtout, je pense que ça pourrait faire grimper la popularité de certaines personnes. Ça peut être assez intéressant, non? Oui. Du vous tir, voyez, dans ma demeure. Je sors mon arme de service et vous voyez, c'est un vieux revolver. C'est juste pour la démonstration, mais j'en ai vu quelques-uns qui regardaient fortement les armes et les agents de sécurité ainsi que les gens en uniforme. Donc je pense qu'ils sont intéressés par ce genre de choses. Attendez, mais qu'assumez-vous que ça peut être intéressant pour des gens qui n'en ont jamais vu. Et Wakefield te regarde et il te dit enfin, c'est dans ma demeure. Et au moment où il va te donner explication, un homme entre en trombe dans
cette salle et il s'écrie « Monsieur Wakefield, c'en est trop. 4 de mes explorateurs ont encore disparu la nuit dernière, au même endroit. Vous autres, les Américains, avez le talent de mettre le trouble dans mes affaires. Enfin, monsieur Blackwood, je comprends que vous vous énerviez, mais il ne semble s'agir que d'un dramatique accident. Je vous en prie, parlons-en dans mon bureau. Visiblement, il n'y a pas que le concert qui joue du violon ce soir. Oh, très beau, très beau. Wakefield et la personne que vous venez de comprendre comme étant appelée Blackwood s'en vont et ils sont seuls face à un majordome qui est secondé Wakefield et qui était vraiment à ses talons quoi et qui semblait être son assistant probablement. Et vous pouvez lui parler. Il ne dit mot depuis le début. Est-ce qu'on les suit pour discuter avec D'abord, eux? peut-être parler à l'assistant. Ça fait longtemps que vous connaissez William? Oui, ça fait. C'est un ami d'enfance. Ah, oui, il a mis avec tout le monde, William. Alors, ça paraît bizarre, mais sur une île comme ça, est-ce que vous pouvez me décrire une journée type qu'il pourrait faire? Parce que j'ai du mal à imaginer, moi en étant à la ville et en étant professeur et tout ça, ma journée est facile. Lui, j'ai l'impression qu'il ne s'occupe pas de son jardin, qu'il ne s'occupe pas de son club, et que apparemment ça se passe pas bien même ici. J'aimerais bien avoir quelques explications sur ce qu'il fait de ses journées. Au moment où tu poses ces questions, en fait, il y a un petit blanc qui te permet de te rendre compte qu'il y a un bruit au niveau des vitraux qui fait tic tic tic, comme si quelque chose tapait contre le vitrail. Je crois que tout le monde regarde les vitres. Bah oui. Oui. C'est un tout petit bruit qui est vraiment insignifiant. Mais quel est donc ce raffut? Le majordome regarde vite fait sur la vitre et il dit « Oh, ça doit être un oiseau ». Il te re-regarde à toi. Le maître fait du travail administratif, il s'occupe de l'administration du club, personne d'autre ne doit le faire. Des fois, il reçoit des gens, et voilà. Une vie trépidante. Et ces gens, ils repartent d'ici? Oui, certains. Certains. Oui, d'autres restent ici pour vivre. Pour vivre? Oui. Dans les maisons aux alentours? Oui, la dépendance est développée avec le manoir, et même des gens vivent au manoir. En même temps, voyant ce jardin qui n'aurait pas envie de rester. Cette demeure, hein, et ces corbeaux marins. Et cette ambiance. Au moment où tu dis ça, tu entends un autre tic-tic-tic. Je vais sortir dehors. Je vais aller voir un agent de sécurité. Je vais lui demander de me donner des balles. Tu te diriges vers la porte, donc tu pars tout seul, sans le groupe, je suppose. Oui. Et quand tu actionnes la poignée, c'est bizarre parce que tu la tiens et elle est dans tes mains. Ce que tu penses, c'est surtout que la poignée a été enlevée. Elle était de dévissée. l'autre côté. Et c'est à cet instant précis où le tic-tic-tic n'est plus un tic-tic-tic, mais où un immense bruit fracasse les vitraux et la salle est dans un chaos visuel et sonore de cris de corbeaux et de corbeaux eux-mêmes. Dans chaque centimètre de la salle, vous êtes tous dans un chaos complet. Il y a quelques portes autour de vous, mais ce que vous voyez, c'est que les invités commencent à crier. Les corbeaux les attaquent. Tout ce que vous voyez, je vous fais cette description et après vous pourrez agir. C'est un homme totalement décontracté, sans aucun problème. Il semble presque survoler la situation. Il marche, il se dirige vers une porte qu'il ouvre et il disparaît derrière. Est-ce qu'il y a une zone dans laquelle on peut une porte dans laquelle on peut ouvrir pour se mettre derrière? L'homme n'a pas fermé la porte. Ah bah... Est-ce que, comme dans ce genre normalement de banquet ou de réception, normalement il y a des espèces de tables où on mange debout. Est-ce que je peux récupérer une de ces tables justement pour
pour nous protéger en fait littéralement et pour avancer en ayant comme une espèce de bouclier en fait en passant la porte. Les tables sont très lourdes. Ce sont des grandes tables qui normalement sont là pour manger dessus, mais sont richement ornées. Et de par ce fait, elles sont très très lourdes. Mais vous êtes très proche de la dite porte qui vient d'être bon, ça ouverte. va. Je saute, hein, je cours dedans. Je fais passer tout le monde pour le coup. Sur les tables, il n'y a pas des couverts. Non, c'est un buffet, un Y a apéritif rien. dînatoire. Ok. Je vais vous demander à chacun de faire un jet, s'il vous plaît. J'ai fait 4. J'ai fait 1. 4. 2. James et Ludwig, vous passez sans aucun encombre. Oh, laissez-moi passer. À vrai dire, vous êtes les 2 premiers à rentrer, mais les 2 derniers, eh bien, ce sont Maggie et Vincent. Maggie, tu te fais becter par un corbeau au niveau du bras droit. Ok. Tu saignes assez quand même, mais tu arrives tout de même à rentrer parce que Vincent tient la porte. Mais en tenant la porte, Vincent, toi aussi, tu t'exposes et tu exposes ton dos à un corbeau qui va venir planter son bec juste à peu près là où tu as ton omoplate. Tu es néanmoins sous le coup de l'adrénaline, tu ne ressens pas trop la douleur, mais vous entrez tous dans une nouvelle pièce. Vous êtes dans une espèce de pièce très sombre, un couloir dont les murs sont en pierre lisse, et vous entendez derrière vous les cris terrorisants, vraiment terrorisants, des invités qui hurlent leur gosier face à une menace qui semble tout simplement surnaturelle. Je vais vous demander à tous, avant d'avoir cette action, un dé de santé mentale, s'il vous plaît. 4. 1. 2. 3. Les personnes suivantes vont avoir une petite crise de panique. Non, la personne suivante, pardon, va avoir une petite crise de panique. Maggie, le son de ses cris te fait vraiment, vraiment très mal à la tête. Et tu vas, pendant un petit moment, tu vas avoir besoin de souffler, surtout que tu perds du sang, encore, sur ton bras droit. Il serait préférable de faire un bandage. Et autre chose, Vincent est à 4 points de santé mentale. À partir de ce moment-là, quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression en fait de voir des gens, des gens de ton peloton. Mais tu sais à ce moment-là encore qu'ils ne sont pas réels. Oui. Tu sais que c'est ton imagination. Parce que Ludwig a quand même été particulièrement explicite sur ça. Mais autre chose te vient à la tête. Et c'est la secte dans laquelle tu étais. Le gourou qui avait cette emprise sur toi. Et tu te mets en fait tout simplement à dire ça. Et tu parles de ce gourou. Et en fait, tu te rends même pas compte que tu en parles de ce gourou. Et que tu psychoses un peu. Et tu dis, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il me suit, peut-être que c'est William. Peut-être que c'est un membre de mon escouade. Et pendant un moment, tu te déblatères, tu fais des borborismes en fait. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais littéralement déchirer mon précieux uniforme, tant pis, et je vais faire un bandage de secours donc à Maggie, du coup. Et dès que j'ai fini le bandage, je lui bouche les oreilles parce que je vois qu'elle est en panique de ouf, et moi aussi. Mais pour le coup, vu que je suis le seul à la soigner, tant pis pour ma blessure, on s'en fout. Je lui soigne le bras et je lui bouche les oreilles. Moi, pendant qu'il se passe ça, du coup, le premier truc que j'ai fait, après les avoir laissés passer derrière la porte, c'est que j'ai barricadé derrière moi et j'ai essayé de trouver une chaise ou je sais pas pour bloquer la porte. Tant pis pour les autres. Vous avez devant vous un couloir qui s'enfonce dans l'obscurité. Fort heureusement, dans une alcôve, il y a une lanterne allumée, comme si elle avait été placée juste pour vous. Parfait. Moi, ça va mieux, du coup. Il m'a beaucoup aidé. Je vois que mon bras, j'ai mal, mais ça va. Du coup, je la prends. Je ne comprends pas
pourquoi cet homme était si à l'aise. Et surtout, n'a pas l'air d'avoir s'être fait attaquer par les corbeaux qui étaient présents dans la pièce. Et justement, quand tu évoques cet homme que tu as vu, tu entends comme un bruit de canne qui tape contre le sol. Toc, toc, toc. Je regarde vers la zone où ça fait ça. La zone est plongée dans l'obscurité. C'est un couloir, donc tu te dis qu'il est, avec la localisation du son, il doit être à l'autre bout du couloir. Mhm. On a une torche, c'est ça? Vous avez une lanterne. Une lanterne, ok. Comme c'est moi qui l'ai, j'essaye de m'avancer vers l'endroit où on a entendu le bruit. Oui, allez-y, passez devant, vous avez la torche. Vous descendez les escaliers et vous vous dirigez donc vers le bruit. Et vous voyez au bout du couloir un homme avec une lanterne semblable à la vôtre et une canne. Cet homme, il vous regarde, il est richement habillé. Ce n'est pas Wakefield, ce n'est personne que vous avez vu jusqu'à présent. Mais c'est étrange parce qu'il vous regarde, mais c'est comme si son haut de forme victorien très beau, très classe, avait de la lumière qui venait d'en haut et qui venait obscurcir ses yeux. Alors que la lumière vient d'en bas, puisqu'elle vient de la lanterne. Vous ne voyez donc pas ses yeux. Bonjour. Au moment où tu lui parles, il tourne sur ses talons et il rentre dans une pièce juste derrière lui et il ferme la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de continuer à avancer, là, il y a Vincent qui est pas bien. Donc, maintenant que c'est un moment qui est plus calme et que il y a personne qui est là pour nous déranger, je vais essayer de ramener Vincent un peu à la réalité. Comment ça, il est pas bien? Vous voyez qu'il va parfaitement bien. Il a même Sonny McGee, regardez. Moi, je laisse les garçons parler et faire ce qu'ils font pendant que moi, j'essaye d'explorer la pièce avec la lampe pour voir s'il n'y a C'est pas un des couloir. trucs. Et c'est juste un couloir? C'est juste un Et couloir. oh, pars pas trop loin, hein. Je vais demander à Ludwig de me faire un jet de profession. Il va utiliser ses compétences d'aliéniste afin d'essayer d'aider Vincent. J'ai fait 1. Ludwig, ce grand aliéniste, jeune mais ambitieux, te saisit par les épaules, te secoue, mais tu sembles un peu ailleurs, et pendant un moment, tu revois par flash l'Afrique du Sud, les Zoulous, tu revois tout ce qui t'est arrivé. Et quand tu reviens, Ludwig se dit la chose suivante et il en est convaincu. Pour que Vincent se sente mieux, il faut cramer ce qu'il reste de son uniforme. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Vincent, tu n'arrêtes pas de repenser à ça. Il va falloir, pour une bonne fois pour toutes, arrêter ça. Enlève cet uniforme. On va oublier toute cette partie-là. Pour l'instant, c'est plus quelque chose qui va nous embêter et qui va t'embêter tout le long de ta vie. Il faut le faire maintenant. Est-ce Oui, que mais- tu penses que c'est facile? Non, mais 7 écoutez-le. ans. C'est ce que j'aurais fait aussi, après tout. Je suis un grand Ferme-la, Non, l'aristocrate. mais, aristocrate, s'il vous plaît, j'ai gagné. J'ai passé 7 ans de ma vie en Afrique du Sud à me battre tout seul Et alors pendant que ton petit cul de riche était en Angleterre en train de manger des biscuits et des tasses de thé. Oh, il y a Donc, 7 ans, non. Voyons, merci. s'il vous plaît. Je n'ai pas gagné d'argent Je veux pas aussi savoir, vite. ta vie ne m'intéresse pas. Mais non, c'est ça, le problème c'est que Je me j'essaie de lève et vous je m'en vais. aider. Voyons, je suis James, s'il vous plaît. Je, Mais quoi, j'essaie de l'aider. Je suis je me- d'accord avec la méthode de notre très cher je me Ludwig. lève Il faut se et débarrasser de ce costume. je vais vers la porte, là où normalement il y a le gars qui est rentré. Et j'ouvre la porte et je rentre dedans. Je sors mon briquet. Au moment où tu rentres dans cette pièce, tu es accueilli par un courant d'air extrêmement putride. Ça sent une odeur que tu connais très bien,
puisque ça sent la mort. Alors que tu rentres, je suppose que le reste du groupe te suit, Bah oui, je vais pas rester dans le noir. la salle est toujours en pierre lisse, mais beaucoup plus grande que le couloir. Tout est en pierre, son plafond est beaucoup plus haut, peu de mobilier, un bureau avec quelques papiers, des commodes, mais surtout, à gauche, vous constatez quelque chose que vous n'aviez pas pu voir au début, parce que c'est vraiment presque même sur le mur. Il y a une personne assise sur une chaise encapuchonnée. Le visage est caché par une sorte de masque en carton qui juste a pour ambition de cacher le visage. Des tuyaux semblent relier cette personne à une grande machine derrière lui, enfin une grande, quand même à taille humaine, et il y a une fenêtre ouverte très haut au-dessus de la pièce, et il y a une autre porte sous cette fenêtre. C'est perturbant. Qu'est-ce que c'est? Je prends mon revolver qui n'a pas de munitions, je vais le prendre côté canon et je vais aller exploser la tête de la personne qui est en rattrape. face. Avec la crosse. Je fais comme Maggie, j'essaie de l'attraper aussi avant qu'il fasse quoi que ce soit comme bêtise. Moi, je m'approche tout doucement un peu par curiosité. En fait, j'ai même pas remarqué ce que t'es en train de faire, Vincent, parce que la machine, enfin cette chose, pique un peu trop ma curiosité. Je m'approche de ça pour voir ce que c'est. Tu constates qu'il y a ces tuyaux que tu vois qui sont reliés à la machine. Alors tu comprends pas trop à quoi elle sert cette machine parce qu'elle est entièrement revêtue de plaques de métal. Elle semble assez récente et les tuyaux semblent en fait être sur ce qui est utilisé pour cacher le visage de la personne. Et c'est une machine, tu ne sais pas du tout à quoi elle sert, tu ne sais pas pourquoi elle est là. C'est assez confus. Du coup, moi, pendant qu'ils sont en train de débattre, du coup, je vois il y a eu zéro réaction. Du coup, par pure curiosité, je vais me rapprocher et essayer d'enlever le masque. En retirant le masque, tu remarques qu'il est un peu collé à son occupant. Perk. Et en le retirant, tu remarques en fait un homme presque décharné de la peau de son visage et en particulier de ses joues. Oh, Tu vois ses dents en fait. Quand tu retires le masque, sa tête bascule vers la gauche et c'est peut-être du fait de ton état mental très perturbé. Mais cette personne, tu l'assimiles comme la personne qui était sur le lit tout à l'heure, comme un membre de ton peloton. Et, face à cette vision d'horreur, je vais demander à nos 4 investigateurs de faire un jet de santé mentale. 1. 5. 6. Je le dis pour nos auditeurs. À partir de ce moment-là, Vincent a 5 points de santé mentale, ce qui veut dire qu'il n'en reste plus qu'un pour sombrer dans la folie. Je vais également spécifier qu'au moment où James se rapproche pour te saisir, ce n'est plus James que tu vois, mais une figure, un lapin blanc. C'est étrange. Et puis d'un coup, cette voix, la voix de James, qui est si particulière, qui est une voix d'aristocrate anglais, elle te dit horriblement quelque chose. Quand James arrive, tu vois toujours ce masque de lapin, t'as autant traumatisé, mais tu sais pas si ton ami James du club est le vrai porteur de ce masque ou si ce n'est qu'une hallucination. En tout cas, tu vois James, ou ce lapin, qui va vers toi et qui essaye en tout cas de t'aider visiblement. Je vais me lever avec difficulté et je ne vais pas le taper. Je vais juste le regarder en ayant perdu beaucoup de sang, donc du coup, voilà.
Et je vais la regarder de la manière la plus sombre possible. Et je vais essayer de reculer jusqu'au bureau qu'il y avait derrière nous, du coup. Et je vais juste me poser sur le bureau et je vais pas le lâcher du regard. Et je vais me poser sur le bureau. Attendez, Vincent, laissez-moi vous aider. Vous avez besoin d'aide, Vincent. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. C'est moi, c'est votre ami. Je sais que vous ne m'appréciez peut-être pas énormément, mais je ne vous veux pas de mal. Je tâte le bureau pour essayer de trouver quelque chose à me mettre juste dans la main, au cas où s'il s'approche trop. Et je lui dis, Il n'y a que du ne papier. bouge plus. Bon, même au niveau de folie que j'ai, je fais une boule de papier dans ma main, quoi. C'est pour... Enfin, c'est... Non mais arrêtez de balancer du papier. Ne t'approche pas. Si Mais- tu t'approches, Mais je ne vous ai rien fait. ne t'approche pas. Mais dites-moi pourquoi. J'ai pas besoin de le dire, du Mais- coup. mais- Je te regarde assez énervé. Vous êtes comme en ça. train de mourir, vous saignez. Du coup, j'essaye de prendre le relais. Je coupe une partie de ma tenue. Genre, si j'ai une robe, j'essaye de couper genre une partie pour pouvoir lui faire un bandage pour que ça arrive, au moins arrête un peu ses saignements. Tu es en train de faire ça, tu arrives à faire un bandage parce que tu es saine d'esprit par rapport à l'ensemble du groupe. Et vous entendez le même tapement de canne sur les pierres que vous avez entendu auparavant. Quand vous vous retournez, vous voyez le même homme, pareillement vêtu, avec sa canne. Il lève la lanterne qu'il tient dans sa main gauche vers vous. Et c'est étrange, mais vous avez l'impression que cet homme, au fond, il a comme un bec. Et c'est à un moment où vous faites cette constatation que, en même temps, vous vous évanouissez. Et vous voyez une scène où Wakefield se voit donner un artefact par un homme en toge orange masqué d'un masque d'or. Un autre flash qui montre Vincent qui soigne un blessé sur un champ de bataille. Un autre semble montrer plusieurs personnes qui écoutent un gourou. Vincent est parmi eux, parmi ceux qui écoutent. Des choses qui ne semblent pas avoir beaucoup de corrélation ou de sens. Ludwig qui pratique une lobotomie, Maggie qui découvre un artefact. Vous vous réveillez tous allongés. Il fait très sombre. Est-ce que vous êtes réveillés? Au moment où tu parles, le son est directement réverbéré. Ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est? Eh bien, tu touches un peu tout ce qui est autour de toi, les parois, et oui, tu sens bien, tu es dans un cercueil. J'ai pas mon briquet sur moi? Ou Tu l'as. mes allumettes? J'ai pas la lampe. Je suis tout seul. Tu es dans un cercueil. Je pleure. Je craque une allumette. Au moment où tu craques cette allumette, tu vois tout simplement devant toi la paroi du cercueil. Cela dit, tu vois dans les fissures qui sont laissées par le couvercle du cercueil, qui sont qui font qu'on met le cercueil, que il y a de la lumière, ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas sous terre. J'essaye de toquer, d'appeler s'il y a pas quelqu'un. Aucune réponse. Même on l'entend pas? Tu l'entends, elle est relativement proche de toi. Ah, moi je deviens fou. Moi je pète un câble dans ma boîte. Je me secoue, je tape la boîte comme un malade. J'essaie de rester absolument le plus calme possible. Et si j'entends quelqu'un qui tape sur le truc, j'attends en me disant est-ce qu'il va réussir à se libérer? J'attends quelques secondes, je suis pas. J'essaie de me calmer avant de commencer à paniquer dans ma claustrophobie. Non, moi je panique. Moi aussi. Il y a, vous l'entendez, quelqu'un qui semble descendre des escaliers. Vous savez qu'il descend parce qu'il traîne avec lui quelque chose d'assez lourd, qui glisse et qui fait un choc. Là, je fais plus du tout en bruit. Ouais, je bouge pas. Moi je l'entends même pas parce que je frappe trop fort sur ma boîte. Moi, je me laisse dépérir en pensant que c'est la dure loi de la vie. Quand
il entend la personne qui descend entend tes grattements sur ton cercueil. Et il y a une réaction, oh Sainte Marie, Mère de Dieu. Et il arrive, il toque, il dit, il y a quelqu'un? Sortez-moi de là, sortez-moi de là. Je fais la même. Et il prend un pied de biche et il décape le couvercle du cercueil. Et tu vois l'un des deux majordomes qui a monté tes affaires en haut. Oh, je respire. Oh putain, je respire. Ouvrez-moi aussi, s'il vous plaît. Il te voit, il entend également, il t'ouvre également. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On s'est évanoui. Il y a nos amis qui sont dans les autres cercueils, il faut les ouvrir aussi. J'appelle, j'essaie d'être plus calme possible. Je suis aussi dans le cercueil. Pitié. Il dit, mais en fait, vous voyez que le majordome est un peu dessaisi et il dit, mais bon, vous allez bien? Qu'est-ce Comment que... ça pourrait aller bien? Hein? Comment ça pourrait aller bien là? Je lui prends le pied de biche et si je vois qu'il y a s'il y en a 50 de trucs, je vais tous les ouvrir. Eh bien, non seulement il y en a 50, mais en plus certains sont rangés dans des alcôves. Hein. Du coup, je les ouvre tous. J'ouvre le plus possible jusqu'à ce qu'on essaie de m'arrêter ou n'importe quoi. S'il faut, il y a des gens vivants dedans. Il t'arrête, il dit, mais enfin, mais ces gens sont morts. Ah oui, j'étais mort il y a 2 minutes aussi, non? Il semble un peu convaincu par ton argumentaire. Et il t'aide à ouvrir les cercueils avec la force de ses doigts, puisque tu lui as pris son pied de biche. Et vous trouvez que des gens morts. Et morts depuis très peu de temps. Le majordome te regarde dans les yeux et il te dit, Quoi? mais Maître Wakefield a dit que c'était la crypte familiale. Et vous voyez vraiment qu'il est vraiment abasourdi. Hein. On a ouvert à Vincent aussi, au passage, dans le... Vous avez ouvert à Vincent. Perso, je reste allongé dans le cercueil, mais j'ai les yeux fermés. C'est-à-dire que pour moi, je me laisse mourir, en fait, là, concrètement. Vincent. Vincent, fais un effort, Vincent. Allez, lève-toi. Lève-toi, je te lis mon livre à voix haute. Je me lève. Pour le deuxième argument.